Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Comment la Commission européenne autorise des poisons dans nos aliments? Dossier établi par Guillaume Pélissier de Féligonde. Je vais donc faire un petit portrait déjà géographique et démographique des Outre-mer pour bien situer les choses. Donc les Outre-mer, c'est 4% de la population française avec environ 2,7 millions de personnes. Donc ce sont des gens qui tiennent particulièrement à leur appartenance à la nation française. Ils en sont très fiers, même si parfois d'ailleurs ils ont le sentiment d'être un peu des citoyens de seconde zone, ce qui n'est pas forcément infondé. Je peux citer par exemple l'exemple du SMIC, qui n'était pas à la même hauteur que le SMIC français. Et il a fallu attendre M. Lionel Jospin pour que le SMIC des DOM soit aligné avec celui de la métropole. Ce qui est quand même révélateur. Et puis je rappelle aussi que les Antilles, particulièrement, notamment, ont été... il y a eu pas mal de résistants qui sont partis des Antilles, qui ont fait un voyage très périlleux, qui passait par Sainte-Lucie, je crois, pour rejoindre la résistance française. Alors que les États généraux de l'alimentation se sont tenus à Paris les 10 et 11 juillet 2017, Guillaume Pélissier de Féligonde, spécialiste en technologie de laboratoire et délégué départemental de l'UPER pour la Guadeloupe, a élaboré un dossier remarquablement précis, factuel et documenté sur la façon dont la Commission européenne et l'Union européenne empoisonnent les peuples d'Europe au sens littéral du terme, officiellement sous couvert de les protéger. Il ne s'agit pas d'une politique délibérée, du moins on ose le croire. Il s'agit du résultat d'une structure politique qui n'obéit qu'aux grands lobbies de la finance et de l'industrie, et dont la fine stratégie se ramène toujours, in fine, à n'obéir qu'à la seule loi de l'argent. Je conseille vivement aux lecteurs de consacrer le temps nécessaire à ce remarquable travail qui montre, une fois encore, que l'UPR n'est pas un parti comme les autres. Inlassablement et méticuleusement, l'UPR explique aux Français avec clarté et pédagogie les raisons factuelles, extrêmement sérieuses et graves pour lesquelles nous devons sortir au plus vite de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La lecture du présent dossier montre une nouvelle fois que les vrais populistes et ceux qui méprisent l'intelligence des Français se situent dans le camp euro-atlantiste, à commencer par Emmanuel Macron et son gouvernement aux ordres de la finance de Bruxelles et de Washington. En notre nom collectif, j'adresse mes vifs remerciements à Guillaume pour ce dossier qui a nécessité des dizaines d'heures de travail et de recherche. François Asselineau, 11 juillet 2017. Un résumé pour les lecteurs pressés. Ce dossier expose, au travers d'une analyse minutieuse de documents officiels, directives, règlements, etc., c'est un peu le sbeul. Comment la Commission européenne conduit structurellement à la mise en danger de la santé des populations. Le propos n'est pas de dire que la Commission européenne manœuvre avec l'intention de nous intoxiquer, ou qu'elle serait la cause directe et immédiate de tous nos malheurs. Il s'agit de montrer en revanche qu'elle sécrète l'environnement juridique nécessaire et suffisant à l'expression de toutes les cupidités, dans une floraison de tromperies sur les marchandises et de petits arrangements entre amis. Guillaume Pélissier de Féligonde, en analysant le cas précis des huiles alimentaires, démontre que la Commission européenne autorise la présence de certains produits chimiques dangereux dans les produits alimentaires et leurs ingrédients. Il montre que ces autorisations découlent parfois ouvertement de demandes expresses des industriels, ou consistent à entériner, ou plutôt à enterrer, des pratiques industrielles et commerciales très douteuses. À l'intention des novices,
Et pour faire simple, nous parlons ici de manger des produits chimiques dérivés du pétrole, hautement toxiques. C'est très exactement ce que présente le tableau suivant qui indique les composants d'hydrocarbures tolérés dans les aliments par la directive 2009-32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Voici donc ce fameux tableau avec les noms, les conditions d'utilisation, description succincte de l'extraction, résidus maximaux dans les denrées alimentaires et les ingrédients extraits. L'hexane est un produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acyliques saturés, contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64 degrés et 70 degrés Celsius. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyle-éthylcérone est interdite. Donc l'hexane sert à la production ou au fractionnement de graisse et d'huile et production de beurre de cacao pour 1 mg par kg dans la graisse et l'huile ou le beurre de cacao. À la préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farine dégraissée à hauteur de 10 mg par kilo, dans la limite de 10 mg par kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées, ou de 30 mg par kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final. L'hexane sert aussi à la préparation de germes de céréales dégraissées au taux de 5 mg par kg dans les graines de céréales dégraissées. Il y a aussi l'acétate de méthyle, qui sert à la décaféinisation ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé, pour un taux de 20 mg par kg dans le café ou le thé, ou à la production du sucre à partir de mélasse, pour 1 mg par kg dans le sucre. Il y a aussi le méthyléthylcétone, dont il est précisé que la teneur en N-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg par kg. L'utilisation de ce solvant combiné avec l'hexane est interdite. Donc, le méthyléthylcétone sert au fractionnement de graisse et d'huile pour un taux de 5 mg par kg dans la graisse ou l'huile, et sert aussi à la décaféinisation ou à la suppression des matières irritantes et amères du café et du thé pour 20 mg par kg dans le café ou le thé. Il y a encore le dichlorométhane, qui sert à la décaféinisation ou la suppression des matières irritantes ou amères du café et du thé, pour 30 mg par kg, pour 2 mg par kg dans le café torréfié et 5 mg par kg dans le thé. Il y a encore du méthanol, pour toutes les utilisations, à 10 mg par kg, et le propanol 2, pour toutes les utilisations, à 10 mg par kg. Il ne s'agit pas non plus dans ce dossier de monter en épingle un cas anecdotique et de le généraliser à l'excès. Il est montré que les mécanismes décrits sont systématiques, preuve que la vraie finalité de l'Union européenne est de servir les intérêts économiques avant de servir ceux des peuples. Le lecteur pourra être découragé à la perspective de se plonger dans un dossier aussi long et technique, d'où l'utilisation du présent résumé. Mais il n'est pas possible de faire simple et court. C'est d'ailleurs la démonstration concrète que l'Union européenne est une dictature qui s'impose non par la force, mais par la complexité et par l'ennui. Et comme le cite souvent François Asselineau, ce qu'il faut craindre actuellement en Europe, ce n'est plus le bruit des bottes, mais le silence des pantoufles. Quiconque aura compris les mécanismes décrits ci-après, on saura largement plus sur le fonctionnement des institutions européennes que la plupart des citoyens, journalistes ou même dirigeants politiques qui briguent les suffrages des Français sans savoir de quoi ils parlent. À supposer que les peuples se réveillent un jour et veuillent intenter des procès pour empoisonnement, qui donc pourrait bien, in fine, être tenu pour responsable? Les gouvernements, ministres et parlementaires nationaux ayant transposé passivement en droit national ces directives de la Commission? Les parlementaires européens, ne s'étant jamais vraiment battus contre la mise en place de ce système? Ou les fonctionnaires européens ayant rédigé ces directives? Il faudra bien se rappeler que les fonctionnaires européens bénéficient d'une immunité pénale à vie dans les actes commis dans le cadre de leurs fonctions. J'ajoute que ce second article est très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo, mais c'est aussi un article très technique et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo, pour rendre cette soupe indigeste moins amère. Ah là là!
Non? Mais y a rien. Non, tu vas passer au tribunal populaire pour mentir. J'avale un gros morceau là, en plus c'est dégueulasse. Nous entrons maintenant dans le dur du sujet. Introduction. Quand on évoque la dangerosité de certains aliments ou produits d'usage courant, il nous est généralement opposé par les naïfs et ceux qui ne veulent pas savoir que si c'était dangereux, on n'aurait pas le droit d'en vendre. Dans cet article, nous allons montrer qu'au contraire, la réalité est plutôt même si c'est dangereux, on a le droit d'en vendre. Le sujet de la sécurité alimentaire est éminemment dense et complexe, le rendant particulièrement inaccessible aux citoyens ordinaires. Cela nécessite un minimum de connaissances en chimie. Voir la note numéro 1 à la fin du dossier. Note numéro 1. L'une des difficultés étant qu'un même produit chimique peut avoir plusieurs appellations. Par exemple, l'éther diéthylique s'appelle également éther éthylique, ou éthoxyéthane, ou diéthyléther, ou oxyde de diéthyle, ou tout simplement éther. Vous pouvez utiliser ces mots-là pour le Scrabble, je pense, ça peut marcher. Le numéro CAS, qui est le numéro d'enregistrement unique auprès de la banque de données de la Chemical Abstract Service, une division de l'American Chemical Society. Le numéro CAS permet de s'y retrouver car il est commun à tous les synonymes d'une même molécule. Et de se plonger dans un nombre inimaginable, voire extravagant, de textes, lois, normes, directives, règlements, décisions, recommandations, arrêtés, etc. Aussi bien nationaux qu'européens. Bon, ça va pas être facile, mais bon, hein, on connaît les bails. Hein, ceci est un gage, on n'a pas le choix. Aussi, il ne suffit pas d'assimiler ces textes, cette technicité, d'une complexité effarante, voir la note numéro 2 en fin de dossier. Note numéro 2, extrait de l'article 6 de la directive 2009-32-CE. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5b, paragraphe 1 à 4, et paragraphe 5.b, et l'article 7 de la décision 1999-468-CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point C, et paragraphe 4, point B et E, de la décision 1999-468-CE sont respectivement fixés à 2 mois, 1 mois et 2 mois. Note du rédacteur. Les personnes en charge d'écrire ce genre de littérature sont probablement dotées de capacités intellectuelles hors normes. Pour le lecteur, la solution passe peut-être par une bonne dose d'aspirine, voire de tranquillisant. Aussi, il ne suffit pas d'assimiler ces textes, car il faut également les confronter à l'état de la science et de la médecine, sous réserve que ces dernières se soient déjà prononcées. Cette opacité est renforcée par un dédale de structures administratives, agences, autorités, comités, organisations, etc. Mais je trouve que ce n'est pas très normal. En effet, le système n'est pas prévu pour être fait ainsi. Que l'on a récapitulé, de façon d'ailleurs non exhaustive, dans le tableau numéro 1. Pour consulter ce tableau, cliquez ici. Tableau numéro 1, liste non exhaustive d'organismes intervenant dans le domaine de l'alimentation. Il y a l'EFSA, European Food Safety Authority de l'Union européenne, la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'ECHA, European Chemical Agency dans l'Union européenne, le SCF, Scientific Committee on Food de l'Union européenne, il y a l'ENVI, la Commission de l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire dans l'Union européenne, et il y a l'ANSES, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement et du travail, née de la fusion de l'AFSA et de l'AFSET en France. Il y a l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en France. Il y a des traces, Trade Control and Expert System dans l'Union européenne. Il y a la FAO, Food and Agriculture Organization de l'ONU. Il y a la JEFCA, Joint FAO
WHO Expert Committee on Food Additives, le comité mixte FAO et OMS d'experts des additifs alimentaires. Il y a le SFCAH, Standing Committee on the Food Chain and Animal Health de l'Union Européenne. Il y a la DG Santé, Direction Générale de la Santé et des Consommateurs, l'ancienne Direction Générale de la Santé et de la Protection des Consommateurs de l'Union Européenne. Il y a l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires en France. Il y a la RASF, Rapid Alert System for Food and Feed de l'Union Européenne. La SHAFI, Consumer Health and Food Executive Agency, l'Agence exécutive pour les consommateurs et la santé alimentaire de l'Union Européenne. Et il y a l'OAV, rien à voir avec un manga japonais, qui est l'Office alimentaire et vétérinaire de l'Union Européenne. Note, le fait que le site internet de bon nombre de ces structures, et parfois même leur page Wikipédia, quand elle existe, soit exclusivement en anglais, est probablement un bon indice du manque d'intérêt du public et ou du fait que l'on ne se soucie pas vraiment de l'informer. Le fait que les acronymes de ces structures soient différentes entre le français et l'anglais, et qu'elles changent parfois de nom en cours de route, n'arrange rien. Un certain nombre d'ONG, d'articles et même d'ouvrages ont montré à quel point les procédures et les jugements de la part de ces structures sont biaisés par le lobbying, mot d'origine anglo-saxonne dont la traduction en bon français est « trafic d'influence », les conflits d'intérêts, les intérêts financiers. Trafic d'influence. Ah ouais. Trafic d'influence. Ouais. Voir la note numéro 3 en fin de dossier. Note numéro 3. Il y a par exemple l'ouvrage Europe Inside, comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale, par Belen Balania, Anne Doherty, Oliver Udenman, Adam Manit, Eric Veselius, aux éditions Agon en 2005. Il y a le livre Les lobbies à l'assaut de l'Europe, par Bernard Le Charbonnier, aux éditions Albin Michel en 2007. Il y a aussi le livre Les usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir, par Susan George, aux éditions Le Seuil en 2014. Mais ça doit tous être des méchants complotistes, europhobes, d'extrême droite, rouge-brun. Pour étayer nos propos, nous nous limiterons ci-après à l'exemple précis de certains contaminants des huiles alimentaires, sachant que les mêmes mécanismes pervers se retrouvent globalement dans tout type de produits, qu'ils soient alimentaires ou non. Première partie, autorisé a priori. Une émission diffusée le 30 avril 2017 sur France 5 intitulée « Des huiles passives végétales » révélait au public les pratiques industrielles méconnues et surprenantes, induisant la présence de produits chimiques dans les huiles alimentaires, dits auxiliaires technologiques en novlangue. En voici un extrait. Olive, tournesol, colza, mais aussi cameline, lin, pépins de courge ou encore avocat, les Français consomment 1,7 million de tonnes d'huile par an, presque autant que de la viande. Si l'Argentine est devenue un tel géant des céréales et des oléagineux, c'est à cause de ses surfaces immenses et de son climat propice. Mais aussi parce que le pays a ouvert grand la porte aux espèces génétiquement modifiées il y a déjà plus de 20 ans. En Argentine, les sols agricoles ont longtemps souffert des hautes doses de pesticides et d'insecticides de l'agriculture intensive. Jusqu'à ce que la révolution technologique, portée par les géants privés de la semence comme Monsanto ou Syngenta, leur livre des plantes génétiquement modifiées, plus résistantes aux maladies et aux pesticides, et surtout plus productives. Note numéro 4. Il est utile de préciser la portée du commentaire. Plus résistantes aux maladies et aux pesticides. En effet, la majorité des OGM sont conçus soit pour sécréter eux-mêmes des pesticides, c'est-à-dire des insecticides, que l'on va donc ingurgiter, soit pour résister aux herbicides, ce qui permet d'en épandre encore plus dans les cultures. Plus de précision ici, et bon appétit. Une vidéo, les OGM c'est quoi? Conférence de Christian Vello, maître de conférence en génétique moléculaire, Université de Paris-Sud, 11. Chercheur à l'Institut de génétique et de microbiologie, Centre scientifique d'Orsay.
Dans cette conférence donnée à Toulouse en 2005, il donne une explication scientifique très pédagogique de ce que sont les OGM. Cette vidéo est en ligne car son auteur encourage sa propagation. Mais elle fait par ailleurs partie d'un DVD qui coûte 10 € et dont les recettes servent à soutenir le mouvement des faucheurs volontaires. Vous pouvez le commander sur le site de la Confédération paysanne. Les OGM qu'on utilise dans le domaine agroalimentaire, il y en a, ils ont deux grandes catégories. Il y a la première catégorie c'est la réalité, c'est les 99% d'OGM qui sont plantés à la surface de la planète. Ce sont ce qu'on appelle des plantes à pesticides. Et puis il y a les 1% qui restent dont je vais parler ensuite. Donc je vais vous parler de ce qui se fait, je vais vous parler de ce qui se prépare, et je vais vous parler des promesses. Pour reprendre une expression de Jacques Testard, si ma tante en avait. Donc, parce que ça existe parmi les OGM, les promesses qu'on nous fait depuis 20 ans, etc. Alors 99%, je le disais, des OGM agricoles sont des plantes à pesticides, c'est-à-dire des plantes qui vont soit produire un insecticide leur permettant de résister à un insecte ravageur, soit qui vont être capables d'absorber un herbicide sans mourir. Un champ comme celui-ci peut donner de 2500 à 3000 kg par hectare. De 2500 kg à 3000 kg por hectárea. Un rendement moyen jusqu'à 20% supérieur au meilleur rendement des cultivateurs français. Peu importe d'où elles viennent, les graines de Juan Pablo et d'autres agriculteurs vont être mélangées dans ces immenses silos. Elles seront vendues autour de 230 € la tonne aux huileries argentines. Ce sont elles qui transformeront ce tournesol génétiquement modifié en huile pour nos supermarchés. Un de ces géants de l'huile a accepté de nous recevoir. Nidera, l'entreprise, a accepté de nous montrer une partie du processus de transformation, la plus propre. Impossible de filmer le pressage, car pour tirer le maximum d'huile de leurs graines, les industriels utilisent une méthode qui a mauvaise réputation. Elles sont chauffées et mélangées à un solvant, l'hexane, un dérivé peu coûteux du pétrole, neurotoxique. Voici l'huile brute, telle qu'elle sort de ce traitement chimique. Fernando est ingénieur pour Nidera, responsable du raffinage. Pour pouvoir la vendre dans les grandes surfaces, il doit éliminer les restes d'hexane, de moisissures créées pendant le stockage et de produits phytosanitaires. Il va donc nettoyer l'huile. À partir de cette étape, nous n'en verrons plus une goutte. D'immenses cuves hermétiques, des kilomètres de tuyaux, et si l'huile n'est plus accessible jusqu'à sa mise en bouteille, c'est peut-être à cause de la présence sur le site de ces cuves de produits toxiques, plutôt inquiétantes. La première étape du processus, c'est une centrifugeuse qui sépare d'un côté l'huile et de l'autre côté les contaminants. Ce sont les polluants qui sont dans l'huile qui viennent des traitements, des acides gras qui se créent au moment du stockage. Ce sont des acides gras qui donnent un arrière-goût amer à l'huile. Alors pour les neutraliser, on applique de l'hydroxyde de soude, de la soude caustique, qui est soluble dans l'huile et qui est séparé dans cette cuve. On s'occupe aussi des phosphates qui viennent de la fertilisation des champs. Évidemment, on les retrouve dans l'huile. On les enlève avec de l'acide phosphorique, parce qu'évidemment c'est un contaminant. Une fois qu'on a fait ça, les huiles passent à l'étape suivante, le blanchiment. Le bleaching en anglais. Si Fernando utilise le terme anglais, ce n'est pas par coquetterie. Ces méthodes extrêmement chimiques sont utilisées par tous les industriels de la planète pour fabriquer les huiles raffinées que nous achetons en magasin. C'est sans doute pour cela qu'aucun industriel français n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Ce traitement de choc permet selon eux d'éliminer l'essentiel des polluants, mais il peut en rester des traces. Le règlement européen permet par exemple de laisser jusqu'à 1 mg d'hexane par kilo d'huile. Aucune étude pour l'instant n'a établi les effets de petites doses de solvant, régulièrement absorbées. Et nos découvertes ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est le distillateur. C'est l'équipement principal de la raffinerie. Il peut distiller 400 tonnes d'huile par jour. À l'intérieur, l'huile est chauffée à 240 degrés. Les composants qui donnent les mauvaises odeurs et les mauvais goûts s'évaporent par le haut. Et en bas, l'huile qui sort est prête à être embouteillée. Avec tous ces traitements, entre chaleur intense, solvant et acide, le tournesol ou les autres huiles peuvent-elles réellement conserver la vitamine E ou les oméga 3, ultra sensibles à la chaleur? Réponse gênée de l'ingénieur chimiste. Non, nous, durant tout le processus de raffinage, une partie des propriétés nutritionnelles de l'huile disparaissent.
Mais en termes nutritionnels, la qualité de l'huile a toutes les caractéristiques organoleptiques qu'elle est censée avoir, sans aucun type d'additif, sans ajout. Ces huiles sans odeur, sans goût et sans couleur, tirées de semences OGM produites par l'agriculture intensive, n'ont plus grand-chose de végétal. En 1988 était publiée une directive européenne 88/344/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Puis, cette directive fut modifiée par 3 directives successives, la directive 92/115/CE, la directive 94/52/CE et la directive 97/60/CE, pour enfin aboutir en 2009, soit 21 ans plus tard, à sa refonte dans une directive 2009/32/CE. Cette dernière fut à son tour modifiée par 2 autres directives, la directive 2010/59/CE et la directive 2016/1855/UE. Nous en sommes donc à 7 directives, rien que pour ce sujet, pour l'instant. Voir la note 5 à la fin du dossier. Note numéro 5. Une fois qu'une directive est rédigée, par et à l'initiative de la Commission européenne, elle est publiée au journal officiel de l'Union européenne, puis transmise au gouvernement des États membres. Ceux-ci la transmettent à leur Parlement et Sénat respectifs, qui se chargent d'en faire la transposition en droit national. Enfin, si ce délai de transposition est variable, il se fait sans jamais remettre en question le contenu de la directive. J'ai déjà montré dans une vidéo plus ancienne que lorsque l'État transpose une directive en droit national, il a l'interdiction d'y inclure des articles qui seraient contraires à cette directive, ou au droit européen en général, par un arrêt du Conseil d'État. L'analyse minutieuse de ces directives est récapitulée dans notre tableau 2. Étude comparative et chronologique des directives européennes relatives au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Attention, le diable est dans les détails. Le lecteur pressé peut passer aux commentaires après ce tableau analytique, mais nous invitons vraiment le lecteur curieux à parcourir ce tableau car il découvrira dans le détail comment l'Union européenne fonctionne concrètement. Il suffit de cliquer sur le lien suivant. Tableau 2. Étude comparative et chronologique des directives européennes relatives au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Directive 88/344/CE, elle fait 6 pages, c'est la directive initiale. Directive 92/155/CE, elle fait 2 pages et elle modifie la directive de 88. Directive 94/52/CE, elle fait 1 page et elle modifie la directive de 88. Directive 97/60/CE, elle fait 3 pages et elle modifie la directive de 88. Donc voici des extraits des directives. Par exemple, on voit qu'il est écrit « Considérant que le comité scientifique pour l'alimentation humaine a procédé à un réexamen de tous les solvants d'extraction figurant dans la directive 88/344/CE, en vue du remplacement des doses journalières acceptables, DJA, provisoirement fixées en 1981, par des évaluations définitives, que cela n'a pas toujours été possible, les informations nécessaires, bien que demandées à l'industrie, n'ayant pas été communiquées. Autrement dit, les niveaux de résidus avaient été fixés provisoirement en 1981, et 16 ans plus tard, il faudra s'étonner de ne toujours pas pouvoir les réviser, car la Commission comptait sur l'industrie pour lui fournir les informations nécessaires, informations qui risqueraient de l'amener à imposer à cette même industrie des contraintes plus sévères. Sniff, sniff, sniff. Deuxième extrait. Que sur la base des informations reçues, le comité scientifique pour l'alimentation humaine a pu confirmer son accord pour la majorité des solvants. Il faut comprendre, plutôt, qu'à défaut de nouvelles informations, on ne change rien. Encore un extrait. Que les résidus maximaux des solvants dans certaines denrées alimentaires peuvent être diminués. Seuls 2 solvants, l'hexane, de 5 à 1 mg par kg dans les graisses, huiles et beurre de cacao, et le dichlorométhane, ont vu leur taux diminuer. Considérant que certains solvants ne sont plus utilisés
et qu'il convient donc de les supprimer. On ne les supprime pas parce qu'ils sont reconnus comme dangereux, mais on les supprime parce qu'ils sont considérés comme has-been par l'industrie. L'industrie ne les utilise plus. Considérant que le progrès scientifique crée d'autres substances pouvant être ajoutées à la directive en question, qu'il y a lieu d'autoriser un nouveau solvant qui bénéficie d'un avis favorable du comité scientifique. Donc, les progrès scientifiques évoqués sont ceux de la chimie industrielle, pas de la santé. Il s'agit donc d'entériner les nouveaux procédés industriels développés en chemin. Considérant qu'une telle procédure permet une mise sur le marché plus rapide des innovations, ce qui constitue un bénéfice, tant pour l'industrie que pour le consommateur. Comprendre ce qui bénéficie avant tout à l'industrie. Donc, quels pourraient bien être les bénéfices pour le consommateur de trouver de nouveaux produits chimiques dans son assiette. Dans l'article 2, il est dit « Interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CE, telle que modifiée par la présente directive à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CE, tels que modifiés par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. » Si on peut continuer à écouler les produits conformes à la directive de 1988, c'est qu'ils ne doivent pas être dangereux. Alors, dans cette hypothèse, pourquoi avoir jugé nécessaire de modifier cette directive? Il semble que écouler les stocks doit probablement constituer un bénéfice pour le consommateur. La directive 2009/32/CE, qui fait 9 pages, qui refonde et remplace la directive 88/344/CE. La directive 88/344/CE du Conseil du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de la dite directive. En réalité, quand on compare l'évolution des textes au cours du temps, on observe qu'entre 1988 et 2009, les taux de résidus maximaux sont restés inchangés, sauf pour deux qui ont vu leur taux diminuer, l'hexane passé de 5 à 1 mg par kg dans les graisses d'huile et de beurre de cacao, et le dichlorométhane. 4 nouveaux produits chimiques ont été ajoutés, donc autorisés, le méthanol, le propanol 2, le propanol 1 et le ditithrofluoréthane. Seuls 2 produits chimiques ont été supprimés, l'isobutane, le méthylpropanol 1 et l'acétone n'a été interdite que pour le raffinage de l'huile de grignon. Les différences entre les législations nationales concernant les solvants d'extraction entravent la libre circulation des denrées alimentaires et elles peuvent aboutir à des conditions inégales de concurrence en ayant donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Identique à la directive 88/344/CE, à ceci près que dans la directive de 1988, il était mentionné en plus que ces différences faisaient obstacle à l'établissement du marché commun. Le rapprochement de ces législations est dès lors nécessaire pour permettre la libre circulation des denrées alimentaires. Identique à la directive 88/344/CE, il faut donc en déduire que même après 21 ans, les différents pays de l'Union européenne ne sont toujours pas d'accord sur ce sujet. Les législations concernant les solvants d'extraction, destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, devraient tenir compte principalement des normes relatives à la santé humaine, mais aussi dans les limites exigées par la protection de la santé, des besoins économiques et techniques. Identique à la directive 88/344/CE, le lecteur appréciera l'emploi du conditionnel « devrait » plutôt que « doit impérativement », à condition que ces normes existent. Or, comment faire pour que tous les pays tombent d'accord sur l'établissement de ces hypothétiques normes? Donc, il n'y a que la Commission qui pourrait les définir. Mais quelle sera alors leur validité vis-à-vis de la santé, quand on nous précise d'emblée qu'elles seront sous la contrainte du commerce et de l'industrie? L'emploi d'un solvant d'extraction dans des conditions de bonne pratique de fabrication devrait avoir comme résultat l'élimination de la totalité ou de la plus grande partie des résidus de solvants contenus dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients. Dans de telles conditions, la présence de résidus ou de dérivés dans le produit final de la denrée alimentaire Eh ben moi aussi je t'aime bien la denrée. et de son ingrédient peut être involontaire, mais techniquement inévitable. Identique à la directive 88/344/CE, donc il n'y a pas de solution technique pour éviter la présence de produits chimiques. On ignore tout principe de précaution, le commerce avant tout. Business. Une limitation spécifique, tout en étant utile en règle générale,
n'est pas nécessaire dans le cas des substances énumérées à l'annexe 1 partie 1 et admises du point de vue de sécurité pour le consommateur, si celles-ci sont employées dans de bonnes pratiques de fabrication. Identique à la directive 88/344 CE, vous connaissez à comprendre le refrain, à comprendre aucun seuil maximum n'est fixé pour certains des produits chimiques autorisés. Pourtant, le renvoi de l'annexe mentionnée précise quand même, elle ne présentant pas de risque pour la santé humaine. Qui va donc définir si ça ne présente pas de risque? Et qui va vérifier si ces bonnes pratiques de fabrication seront respectées par tous et partout? Article 2. Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvant d'extraction pour la fabrication de denrées alimentaires et de leurs ingrédients, des substances de matière énumérées à l'annexe 1, dans les conditions d'emploi et le respect des limitations maximales de résidus qui sont éventuellement précisées dans la dite annexe. Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Identique à la réglementation de la directive 88/344 CE, autrement dit, les États membres sont contraints d'autoriser toutes les substances autorisées par la Commission européenne avec les mêmes limites maximales et n'ont pas le droit d'en interdire certaines. L'eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité et l'alcalinité, ainsi que d'autres substances alimentaires, qui possèdent des propriétés de solvants, sont autorisées comme solvants d'extraction pour la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Typiquement, on acidifie avec de l'acide chlorhydrique et on alcalinise avec de la soude. Article 5. Si un État membre a des motifs précis permettant d'établir que l'emploi dans les denrées alimentaires de l'une des substances énumérées est susceptible de nuire à la santé humaine, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. La Commission examine. Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires et garantir la protection de la santé humaine, elle arrête ces modifications. Article 6. La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Encore une fois identique à la directive 88/344 CE, un État peut demander la révision de la directive s'il estime qu'il y a un risque pour la santé. À la Commission d'estimer si ces modifications sont nécessaires, en se laissant assister par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, organisme non élu et sous l'influence des lobbies. Article 7. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe 1 et destinées, en tant que solvants d'extraction à l'usage alimentaire, ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients et étiquettes portent les mentions suivantes. Inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. La dénomination de vente indiquée à l'annexe 1. Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Une mention permettant d'identifier le lot, le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, ou du conditionneur ou du vendeur établi à l'intérieur de la communauté, la quantité nette exprimée en unités de volume, si nécessaire les conditions particulières de conservation ou d'utilisation. Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce que prévoit le présent article, les modalités selon lesquelles les mentions prévues doivent être indiquées. Idem à la directive 88/133 CE. Autrement dit, les fournisseurs de solvants destinés aux industriels de l'agroalimentaire doivent clairement étiqueter les emballages de ces produits. A l'inverse, il ressort que les États membres n'ont pas le droit d'en demander plus aux industriels, comme par exemple les obliger à indiquer sur les étiquettes des produits alimentaires vendus aux consommateurs qu'ils contiennent ces solvants. Article 8. La présente directive s'applique également aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients importés dans la communauté. La présente directive ne s'applique ni aux solvants d'extraction, ni aux denrées alimentaires destinées à l'exportation hors de la communauté. Idem à la directive 88/344 CE. Et comment contrôle-t-on que les fabricants hors de l'Union européenne respectent cette directive quand on n'a quasiment plus de structures douanières et que l'on fait tout pour que les frontières soient les plus ouvertes possibles? Et à contrario, pour l'exportation, les industriels ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et même pire.
Or, si l'Europe n'est pas capable d'imposer à ses industriels exportateurs, comment pourrait-elle en attendre autre chose du reste du monde d'où elle importe? Annexe 1, partie 1. Les solvants suivants sont autorisés, sans qu'aucune teneur maximale de leurs résidus ne soit clairement indiquée. Le propane, le butane, l'acétate d'éthyle, l'éthanol, qui est de l'alcool, l'anhydride carbonique, qui est le gaz carbonique, l'acétone et le protoxyde d'azote. Partie 2. Les solvants suivants sont autorisés avec mention d'une teneur maximale de leurs résidus. L'hexane, l'acétate de méthyle, le méthyléthylcétone, le dichlorométhane, le méthanol, le propanol 1, le propanol 2, l'éther diéthylique, le cyclohexane, le butanol 1, le butanol 2 et le ditétrafluoroéthane. Annexe 2, partie B, renvoi 2. Interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CE, telle que modifiée par la présente directive à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CE, tels que modifiés par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Identique à la directive 97/60/CE, si on peut continuer à écouler les produits conformes à la directive de 1988, c'est qu'ils ne doivent pas être dangereux. Alors, dans cette hypothèse, pourquoi avoir jugé nécessaire de modifier cette directive? Écouler les stocks doit probablement continuer de constituer un bénéfice pour les consommateurs. On en arrive à la fin. Directive 2010-59-UE, qui fait 3 pages, et qui modifie la directive de 2009-32-CE. La directive 2009-32-CE s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe 1. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après appelée l'autorité, a évalué la sécurité de l'éthyle diméthylique en tant que solvant d'extraction utilisé pour dégraisser des matières premières à base de protéines animales, a rendu son avis le 29 janvier 2009. L'autorité a conclu à l'absence de danger, pour autant que la teneur maximale en résidus d'éthyle diméthylique soit de 9 microgrammes par kilogramme de protéines animales extraites. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction servant à dégraisser les matières premières à base de protéines animales, à condition que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique dans le produit à base de protéines dégraissées ne dépasse pas 9 microgrammes par kilogramme. Et pour quelle raison mystérieuse cette autorité européenne aurait subitement décidé de s'intéresser à ce solvant? Nous devrions le savoir grâce à la directive suivante, 2016-1855-UE. Un nouveau solvant est déjà ajouté à la liste de ceux déjà autorisés, avec mention d'une teneur maximale de résidus, l'éther diméthylique. Avis scientifique. Concernant la sécurité de l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction, rendu à la demande de la Commission européenne par le groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques, groupe CEF, The ESFA Journal, 2009, 983, 1, 13. Quelle est la validité de ces avis scientifiques? Voir la note 7 en fin de dossier. Note numéro 7. Il faut savoir que les agences de sécurité sanitaire comme l'ESFA ou l'ECA fondent principalement leur opinion sur des études confidentielles fournies par des industriels. Généralement, nul autre que les experts de ces agences ne peut y avoir pleinement accès. Or, une étude n'a de valeur scientifique que si elle est vérifiable et donc publique. On se rapproche de la fin. En ce qui concerne la présence de résidus dans les denrées alimentaires consécutives à la préparation des arômes, la directive de 2009-32-CE n'établit aucune teneur maximale pour le méthanol et le propanol 2, en son annexe 1, partie 3. Les États membres et la Commission ont fait valoir que la teneur maximale en résidus fixée de manière générale pour le méthanol et le propanol 2 à l'annexe 1, partie 2 de la même directive, à savoir 10 microgrammes par kilogramme, était trop stricte pour être appliquée directement aux arômes. On peut remarquer les États membres. Rien que ça,
On pourrait presque croire que les gouvernements se sont mobilisés suite à une forte demande des populations manifestant en masse dans toutes les capitales, scandant « On veut davantage de méthanol! On veut davantage de propanol 2 dans nos assiettes !» À moins que ce ne soit plutôt quelques industriels qui aient soufflé l'idée à certains de ces gouvernements. Par conséquent, il y a lieu de fixer des teneurs spécifiques relatives à la présence dans les denrées alimentaires de résidus de méthanol et de propanol 2, dus à leur utilisation dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels. Pour pouvoir être considérés comme sûrs, il convient que ces teneurs soient inférieures à la limite de 10 microgrammes par kilogramme reconnue comme sans danger par le Comité scientifique de l'alimentation humaine. Ce Comité scientifique de l'alimentation humaine, en anglais Scientific Committee on Food, dont les responsabilités ont été transférées à l'EFSA, et n'a pas vraiment la réputation d'être indépendante, comme le montre cet article de la Corporate Europe Observatory. On continue d'avancer. Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil. On voit là le Parlement européen ou le Conseil européen, qui est l'ensemble des chefs d'État de l'Union européenne, s'opposer à des experts qui savent convaincre les plus sceptiques à coup de publications scientifiques. Directive 2016-1855 UE, qui fait 2 pages, et qui modifie la directive de 2010-59 UE. Le 19 août 2014, une demande a été déposée par Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, visant à faire modifier la teneur maximale en résidus pour l'éther diméthylique, en tant que solvant d'extraction dans les produits à base de protéines animales dégraissées, notamment le collagène et les dérivés du collagène, de 0,009 microgrammes par kilogramme à 3 microgrammes par kilogramme, et a ajouté une nouvelle utilisation pour l'extraction de produits protéiques aux fins de l'obtention de gélatine avec une teneur maximale en résidus de 0,009 mg par kilogramme. Cette demande a ensuite été mise à la disposition des États membres. Là, au moins, les choses sont claires. On a peut-être là l'explication de la directive précédente, la directive 2009-32-CE. Qui avait permis, dans un premier temps, d'ajouter l'éthyldiméthylique à la liste des solvants autorisés. Il s'agit là, après avoir d'abord obtenu l'accord pour le solvant, d'accorder cette fois-ci une augmentation d'un facteur de fois 333 de sa teneur maximale autorisée dans certains produits alimentaires. Chaque chose en son temps. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, le tableau numéro 2 est résumé. C'est long, plus c'est long, plus c'est long, plus c'est bon. Ce tableau 2 fait ressortir que la priorité est clairement et avant tout donnée au commerce et à l'industrie avant la santé des populations. À aucun moment il n'est fait mention d'un quelconque principe de précaution, pourtant inscrit en France dans les textes constitutionnels. Au bout de 3 décennies, considérant que la directive de 2009, toujours en vigueur, reprend les mêmes termes que celle de 1988, il est toujours question de différence entre les législations nationales et de conditions inégales de concurrence. N'est-il pas intriguant que les pays de l'Union européenne n'arrivent toujours pas à s'accorder sur des sujets aussi circonscrits? Combien de décennies faudra-t-il encore pour enfin aboutir? On peut douter que ces différences entre législations puissent disparaître un jour, considérant les délais très variables de transposition en législation nationale et que les modifications peuvent être apportées aux directives à la demande expresse d'un grand groupe industriel national en particulier. Voir la note 6 en fin de dossier. Note numéro 6. Il faut noter qu'à ce jour, la directive 2016-1855 UE évoquée dans cet article n'a été transposée en droit national par aucun des 27 États de l'Union européenne, mis à part les Pays-Bas, dans la publication au Journal officiel des Pays-Bas le 11 avril 2017, soit 6 mois seulement après la publication de ladite directive. Serait-ce parce que cette directive a été prise pour aider une entreprise néerlandaise? Par un hasard étrange, la société Akzo Nobel a son siège aux Pays-Bas et produit de l'éther diméthylique,
objet de la directive. Étonnant! Alors que la meilleure stratégie pour protéger les consommateurs, quitte à vouloir préserver les industriels et les marchés préexistants, aurait été d'imposer une convergence des différentes réglementations nationales en diminuant progressivement les seuils autorisés, ces directives ne font qu'entériner des pratiques déjà existantes ainsi que les nouveaux procédés développés en chemin par l'industrie. Il est indiqué en toutes lettres que les DJA, doses journalières acceptables, de ces solvants sont définis par les industriels eux-mêmes. Seuls 2 solvants ont vu leurs taux maximaux rabaissés. Les taux de tous les autres solvants sont demeurés inchangés. Certains solvants sont tolérés dans les aliments, au seul motif que leur présence est involontaire mais techniquement inévitable. Certains solvants sont supprimés de la liste de ceux autorisés au seul motif qu'ils ne sont plus utilisés par l'industrie. Ils sont has-been, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aucun solvant ne voit sa teneur maximale en résidus revue à la baisse au motif explicite de la santé publique. Au final, 20 solvants sont autorisés, dont 7 sans qu'aucune teneur maximale de leurs résidus ne soit clairement indiquée. Mis à part le gaz carbonique dans les boissons gazeuses et l'éthanol dans les boissons alcoolisées, tant qu'ils demeurent en quantité raisonnable, tous ces solvants sont incontestablement dangereux pour la santé. Voir le tableau 3, ci-dessous. D'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, pourquoi fixer des seuils maxima? Ou alors, est-ce pour aider les industriels à faire des économies en achat de solvants? Lol. Lorsqu'une modification dans les directives, taux de résidus, type de solvant, etc., amène certains produits alimentaires à ne plus être conformes aux directives en vigueur, ils peuvent être encore commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Moi aussi, je commence à être épuisé. Ces directives ne s'appliquent pas à l'export hors de l'Union européenne, ce qui autorise donc nos industries à exporter des ingrédients avec des produits alimentaires encore plus contaminés et dangereux. Politique exemplaire pour le reste du monde. Les États membres n'ont pas le droit d'imposer que l'étiquetage des produits alimentaires vendus aux consommateurs porte mention du fait qu'ils contiennent ces solvants. Concernant l'exemple spécifique des huiles alimentaires, les résidus d'hexane évoqués dans l'émission de France 5 sont autorisés par la Commission européenne jusqu'à un taux résiduel de 1 microgramme par kilogramme. Il peut en rester des traces. Le règlement européen permet par exemple de laisser jusqu'à 1 mg d'hexane par kilo d'huile. Le lecteur curieux pourra se faire une opinion de la dangerosité de solvants autorisés par l'Union européenne dans les aliments en consultant notre tableau 3, données toxicologiques sur les 20 solvants d'extraction dont les résidus sont autorisés par les directives européennes dans les denrées alimentaires et leurs ingrédients. Voir aussi la note 7 à la fin du dossier. Note numéro 7. Il faut savoir que les agences de sécurité sanitaire comme l'EFSA ou l'ECA fondent principalement leurs opinions sur des études confidentielles fournies par les industriels. Généralement, nul autre que les experts de ces agences ne peut y avoir pleinement accès. Or, une étude n'a de valeur scientifique que si elle est vérifiable et donc publique. Pour consulter ce tableau numéro 3, cliquez ici. Tableau 3. Données toxicologiques sur les 20 solvants d'extraction dont les résidus sont autorisés par les directives européennes dans les denrées alimentaires et leurs ingrédients. Propane, butane, acétone, éthyle, éthanol, anhydride carbonique, acétone, protoxyde d'azote, hexane, acétate de méthyle, méthyléthylcétone, dichlorométhane, méthanol, propanol 1, propanol 2, éther diéthylique, cyclohexane, butanol 1, butanol 2, ditétrafluoroéthane, éther diméthylique. Donc il y a en face, cliquez sur le numéro CAS pour visualiser les données toxicologiques.
Je vais vous en donner un pour l'exemple. Donc on va prendre l'éther diéthylique dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il est écrit à propos de l'oxyde de diéthyle. Bien absorbé par voie respiratoire, l'oxyde de diéthyle diffuse rapidement dans l'organisme et notamment le cerveau et les tissus adipeux. Contrairement à ce qui se passe chez l'animal, il est peu métabolisé chez l'homme et excrété sous forme inchangée dans l'air exhalé et en moindre mesure sous forme de CO2 et d'acétaldéhyde. L'oxyde de diéthyle est un anesthésique. Il est immédiatement absorbé de l'air inhalé par le flux sanguin où 49% de la dose absorbée se fixe dans le globule rouge. Il est transporté rapidement au cerveau, aux tissus adipeux et dans un moindre degré vers les muscles et les organes. Pendant la période d'anesthésie, une concentration importante a été mesurée dans les glandes surrénales. À l'arrêt de l'exposition, la concentration dans les graisses reste un peu élevée. Une faible concentration d'oxyde de diéthyle y est encore détectable après 24 heures, alors que la concentration sanguine diminue rapidement. Après l'exposition de rats pendant 6 minutes, la quantité totale de cytochrome P450 hépatique et rénale est diminuée de 70 à 75%. Elle redevient à la normale après 2 heures. In vitro, l'oxyde de diéthyle est métabolisé par les microsomes hépatiques de rats exposés. En méthanol et acétahydre, l'enzyme responsable de la dégradation est une monooxy. Monooxygénase de cytochrome P450 et en particulier le cytochrome P450IIE1. Et vivo, l'acétaldéhyde entrerait dans le pool métabolique commun, serait transformé en acide gras, cholestérol et monodi ou triglycérides, et par la suite dégagé en CO2. Chez l'animal, environ 87% de la dose absorbée par les poumons sont éliminés par l'air expiré, dont 1 à 5% sous forme de CO2 chez le rat, et le reste dans l'urine, 2% chez le rat, le chien et le lapin, et 3,6% chez la souris. La concentration urinaire n'excède pas celle du sang transversant les reins au moment de la filtration. Un faible pourcentage est éliminé par la sueur. Chez l'homme, l'oxyde diéthyle est pas ou peu métabolisé. Il est exécré par les poumons sous forme inchangée. Le CO2 et l'acétaldéhyde sont des métabolites mineurs. L'oxyde de diéthyle interfère avec le métabolisme d'autres substances chimiques et en particulier l'éthanol. Le taux de dispersion de l'éthanol est diminué de 50% chez le rat après une anesthésie induite par l'oxyde de diéthyle. Ah, oui, allô? Oui. Ah, on vient de me dire qu'il fallait que je clique sur toxicité sur l'homme pour voir un peu ce qu'il y avait écrit. L'exposition aiguë provoque le plus souvent des signes de dépression du système nerveux. Dans certains cas, des états d'excitation et des convulsions sont observés. De rares cas d'atteinte hépatique ou rénale ont été rapportés après des anesthésies à l'oxyde de diéthyle. L'effet irritant sur la peau et les muqueuses est faible. L'exposition chronique entraîne des troubles digestifs et neurologiques. Une addiction peut conduire à des états confusionnels. Il n'a pas d'effet tétratogène, mais pourrait avoir un effet phétotoxique. Un éventuel effet cancérogène n'a pas été évalué. Toxicité aiguë. L'oxyde de diéthyle a été largement utilisé comme anesthésique chez l'homme avec une assez grande sécurité. Les concentrations nécessaires pour produire une anesthésie sont comprises entre 10 et 15%, 150 000 ppm. En milieu professionnel, on décrit toutefois quelques cas d'intoxication mortelle par inhalation de concentration élevée. Dans un cas, le sujet a présenté d'abord une phase de délire maniaque, agitation, puis une insuffisance rénale accompagnée de convulsions rapides fatales. De façon beaucoup plus fréquente, on observe des cas de narcose sans conséquence. Les premiers signes d'intoxication comprennent une excitation ou une somnolence, des vomissements et une pâleur de visage. Ils s'accompagnent ensuite d'une réduction de la fréquence cardiaque et de la température, d'une irrégularité respiratoire, de relaxation musculaire et d'une hypersialorée. Les effets secondaires d'une intoxication par l'inhalation associent des vomissements, de la salivation, des céphalées, accompagnés d'un état d'excitation ou de dépression, d'une irritation des voies respiratoires.
Après des anesthésies, on a pu observer quelques rares cas réversibles d'atteinte rénale, néphrite ou hépatique, élévation DALAT. L'oxyde de diéthyle est un irritant moyen des voies respiratoires. Cet effet se manifeste à partir de 200 ppm. Les projections cutanées accidentelles induises à contact court n'entraînent pas d'irritation locale notable. L'ingestion accidentelle provoque des signes similaires à ceux de l'alcool éthylique. Leur apparition est très rapide et leur durée plus brève. En cas d'absorption importante, des morts sont signalées. Les taux sanguins nécessaires à l'obtention d'une anesthésie sont de 1000 microgrammes par millilitre. Des morts surviennent pour des taux de l'ordre de 1500 mg par millilitre. Toxicité chronique. Au début du XIXe siècle, les intoxications chroniques sont décrites après des expositions répétées à des concentrations d'oxyde de diéthyle largement supérieures aux valeurs limites actuellement admises. Les signes les plus fréquents étaient une perte d'appétit, une fatigabilité, une ébriété, une excitation et des troubles psychiques. Dans certains cas, une polynucléose et une hyperalbuminémie y sont associées. De façon plus habituelle, l'intoxication chronique induit peu d'effets. Il s'agit essentiellement de troubles digestifs, nausées, vomissements, de céphalées et de polypnées. Dans certains cas, on note une perte d'appétit et de poids. L'oxyde de diéthyle provoque, chez certains sujets, une conduite toxicomaniaque par inhalation ou ingestion. Cette toxicomanie peut conduire à un état confusionnel. Le contact cutané répété entraîne un assèchement de la peau qui peut prendre un aspect fissuré. Effet cancérogène. En 1987, le CIRC, IARC, classe l'ensemble des anesthésiques volatiles dans le groupe 3. Ces substances ne peuvent effectivement être précisément évaluées, du fait de l'absence d'études chez l'animal et de données pertinentes chez l'homme. Effet sur la reproduction. Il n'existe pas d'études directes mettant en évidence un effet tétratogène de l'oxyde diéthyle chez l'homme. Toutefois, une donnée récente confirme l'existence d'une augmentation de fausses couches et de petits poids de naissance chez les femmes exposées à divers solvants organiques, dont l'oxyde de diéthyle. Dans cette étude, il n'est pas retrouvé d'anomalie chez les enfants des femmes qui sont exposées à des concentrations suffisamment faibles pour leur éviter des symptômes cliniques. Donc on voit bien que les produits ne sont pas testés en fait, en réalité. Bref, franchement ça donne faim. Deuxième partie, autorisé a posteriori. En 2008 était détectée la présence d'huile minérale, huile de moteur, dans de l'huile tournesol provenant d'Ukraine. L'enquête révéla que cela portait sur plusieurs milliers de tonnes d'huile brute contaminée et écoulée en Europe. Nous vous épargnerons l'analyse d'un tombereau de textes très techniques, comme par exemple la note de l'AFSA du 7 mai 2008, ou du communiqué de presse de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 15 mai 2008, qui expose des raisonnements alambiqués, fondés sur des doses journalières acceptables, dont on peut douter de la validité. Sur des statistiques estimant la consommation moyenne par individu d'aliments contenant ces huiles contaminées, et considérant une consommation de ces produits sur 7 jours seulement. Pour faire un parallèle, qui pourrait encore croire que le tabac ou l'amiante produisent leurs effets après une exposition de 7 jours seulement. En définitive, après un certain nombre d'échanges entre l'AFSA et la DGCCRF, et via le RASF et l'ASA, cette dernière concluait que l'on pouvait autoriser la vente de produits alimentaires comportant jusqu'à 10% d'huile contaminée. Voir note numéro 8 en fin de dossier. Note numéro 8. Il est bien question de produits alimentaires comportant jusqu'à 10% d'huile contaminée, et non d'huile contaminée à 10% par des huiles minérales, comme certains ont pu l'écrire par erreur. Les autorités françaises, qui avaient initialement ordonné le blocage de tous les produits issus de cette cargaison, depuis le stock de l'importateur jusqu'aux entrepôts de la grande distribution, se sont finalement rangées à la décision de l'ASA. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas été ordonné le rappel des produits déjà achetés par les consommateurs, mayonnaise, pâte à tartiner, moutarde, etc. Même quand ce seuil de 10%, déjà scandaleux, s'y serait révélé dépassé. Nous vous épargnerons également l'analyse comparative des décisions européennes publiées sur ce cas précis, à commencer par la décision 2008-388-CE du 23 mai 2008, abrogée et remplacé le 10 juin 2008 par la décision 2008-433-CE. En résumé, ces décisions sont censées imposer des contrôles et un étiquetage plus strict sur les huiles de tournesol importées dans l'UE depuis l'Ukraine.
Il est intéressant également de noter la capacité de le rédacteur à manier la contradiction et la langue de bois, avec cet extrait de la décision 2008-433-CE. L'EFSA a également conclu que l'exposition à de l'huile de tournesol contaminée par des huiles minérales présentant une viscosité élevée ne comportait pas, en l'espèce, de risque majeur en ce qui concerne la santé publique, bien qu'il soit recommandé d'éviter toute consommation humaine de ce produit. Quelle conclusion peut-on retenir de phrases pareilles, dégoulinantes de tartufferie? En septembre 2008, un rapport consécutif à une mission effectuée en Ukraine par l'OAV, et ça n'a toujours aucun rapport avec des mangas japonais, indiquait le système de production de l'huile de tournesol destinée à la consommation domestique, à l'exportation vers les pays tiers ou vers l'Union européenne est identique jusqu'au lieu d'expédition. La présence d'huile contaminée a été constatée tant chez les producteurs que lors du transport ou dans les terminaux pour l'exportation. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fourni de preuves concluantes concernant la source de la contamination. Cependant, les informations obtenues sur l'utilisation impropre de wagons-citernes pour le transport de denrées alimentaires, la découverte d'huile contaminée dans les entreprises et la découverte de bateaux-citernes contaminés dans les ports maritimes indiquent qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Il est clairement illusoire d'espérer régler ces problèmes de contamination dans un pays où les dysfonctionnements sont si généralisés et où on a la fâcheuse habitude d'utiliser les mêmes citernes pour transporter l'huile de moteur et l'huile alimentaire. Nous supposons donc que ces contaminations ont motivé un nouveau règlement, numéro 1151-2009 CE, du 27 novembre 2009, abrogeant la décision 2008-433 CE, et précisant carrément que l'Ukraine pouvait exporter vers l'Union européenne des huiles de tournesol contaminées par des huiles minérales jusqu'à 50 mg par kilogramme. Ce dernier règlement a finalement été abrogé le 5 août 2014 par le règlement d'exécution numéro 853-2014 UE, au motif que les contrôles effectués depuis n'avaient pas mis en évidence de l'eau d'huile contaminée à plus de 50 mg par kilogramme. Il est intéressant de noter que dans toutes ces décisions, il n'est question ni des autres types d'huile, colza, arachide, etc., ni des autres pays. Or, justement, fin 2009, une nouvelle affaire de contamination fut mise à jour, cette fois-ci sur de l'huile de noix provenant de Californie, avec un taux de contamination allant jusqu'à 369 mg par kilogramme. Mais comme à chaque fois, la Commission a une réponse pour accepter l'inacceptable, et les gouvernements s'y rangent docilement. À travers ces deux derniers exemples, preuve est encore faite que la Commission européenne cherche avant tout à servir des intérêts économiques avant ceux des populations. En pareil cas, l'attitude la plus raisonnable aurait consisté à boycotter les produits en provenance des pays incriminés, au moins jusqu'à ce qu'ils soient organisés pour mettre en œuvre les actions correctives nécessaires, et qu'ils en aient apporté les preuves. Et encore, il faut se rappeler que ces affaires ont été chaque fois mises à jour par des analyses en laboratoire effectuées par un industriel. Combien de cas de contamination sont passés inaperçus, ou ont tout simplement été gardés sous silence par certains industriels peu regardants? Lorsqu'on voit le peu de contrôle annoncé par les autorités, 6 échantillons analysés seulement, on peut supposer que les truands de l'alimentation ne sont pas vraiment inquiétés. Ce qui pourrait prêter à rire dans cette histoire, c'est que, tandis que l'industrie est autorisée à faire manger de l'huile de moteur, vous êtes considéré comme un fraudeur fiscal si vous osez ajouter de l'huile végétale dans votre moteur. Conclusion. Contrairement à ce qu'affirme Macron, l'Europe ne nous protège pas, elle nous empoisonne. Dans cet article, nous n'avons pas abordé le cas des autres auxiliaires technologiques, pas plus que celui des métaux lourds, OGM, perturbateurs endocriniens, pesticides, conservateurs, additifs alimentaires, dioxines, etc. Voir note numéro 9 en fin de dossier.
Note numéro 9. Nous ne détaillons pas dans l'article le cas de l'acide phosphorique, dont une cuve est visible dans la vidéo de France 5, car même s'il s'agit d'un produit chimique, il ne s'agit pas d'un solvant. Cet acide sert à réduire la teneur en phosphate des huiles, polluant consécutif à l'agriculture intensive. De même, la soude n'est pas non plus un solvant et est utilisée dans des procédés de neutralisation permettant d'éliminer les acides gras libres. Ces produits sont autorisés en tant qu'acidifiants alcalinisants, conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la directive 2009-32-CE, analysé dans cet article. De plus, les éventuels résidus d'acide phosphorique sont tolérés car ce produit est classé comme additif alimentaire sous le nom de code E338, règlement UE 298-2014. Or, toutes ces substances, incontestablement dangereuses, sont autorisées dans nos aliments par de nombreux autres textes européens. C'est dire si, dans cette Europe où le marché fait la loi, la Commission s'insinue dans chaque recoin de nos vies pour nous empoisonner lentement. Il faut bien comprendre qu'au-delà du problème de santé publique, ces petits arrangements avec les grands groupes ont même des répercussions sur les entreprises qui voudraient bien faire des produits sains et de qualité. Car plus les industriels augmentent leur productivité, plus les écarts de prix avec les petits producteurs se creusent. S'ajoute à cela l'inflation des normes, d'autant moins supportable que les structures sont petites. On ne peut donc se préoccuper des questions de santé publique, de développement des PME, d'emploi, de production locale, de développement durable, d'environnement, etc., en faisant une totale abstraction de ces réalités. Dans l'un de ses meetings électoraux, pour les élections présidentielles, Emmanuel Macron a prétendu « L'Europe n'est pas une menace! L'Europe nous protège !» suscitant un tonnerre d'applaudissements de son auditoire béat. Il aurait été utile que Macron précise de qui ou de quoi l'Union européenne nous protégerait et comment, car une chose est sûre, l'Union européenne ne nous protège certainement pas de l'empoisonnement alimentaire. Au contraire, elle y contribue. Du reste, Macron a déjà cédé en rase campagne pour satisfaire Mme Merkel et l'industrie allemande en acceptant le texte préparé par la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens, texte qui est notoirement peu protecteur et dangereux pour la santé, ce qui avait motivé l'opposition de la France, sous Hollande, depuis de nombreux mois. Mais peut-être que dans la formule marketing de Macron, l'Europe nous protège, le « nous » ne s'adressait pas à ceux à qui l'on croyait. Une autre promesse faite par Macron, comme tous les autres candidats d'ailleurs, sauf un, était de changer l'Europe. Comme Lubert n'a pas cessé de l'expliquer, cette promesse est totalement irréalisable dans le cadre de l'article 48 du traité de l'Union européenne. Et dans cette vidéo aussi, je voudrais vous faire comparer la longueur de l'article 48 avec la courtitude et la simplicité de l'article 50 qui permet le Frexit. Sans doute que la longueur de ces textes reflète et symbolise l'impraticabilité de l'un et la facilité de l'autre. Et même si cet article 48 n'existait pas, on voit mal comment et par quel bout on pourrait ne serait-ce que commencer à réformer une structure et une organisation aussi complexes et opaques, patiemment élaborées durant un demi-siècle, et dont la plupart des personnes qui lui sont extérieures, et même certaines qui y travaillent, n'y comprennent ni le fonctionnement ni les finalités. Pendant que les Français assistent passivement au théâtre de Guignol, des personnes non élues, et dont la connivence avec le grand capital est flagrante, légalise notre empoisonnement collectif. Les femmes et les hommes politiques qui jouent dans ce théâtre de Guignol sont à la fois des incompétents et des traîtres. Et les médias qui relayent ce Guignol, sans le moindre esprit critique, sont ni plus ni moins que des collabos. À supposer que les peuples se réveillent un jour et veuillent intenter des procès pour empoisonnement, qui donc pourrait bien, in fine, être tenu pour responsable
Les gouvernements, ministres, parlements nationaux, ayant transposé passivement en droit national ces directives de la Commission. Les parlementaires européens qui ne se sont jamais battus contre la construction de ce système. Les fonctionnaires européens ayant rédigé ces directives. Mais là encore, il faudra se rappeler que ces fonctionnaires européens bénéficient d'une immunité pénale à vie pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions. La dictature est bien en marche. Parce que c'est notre projet! Écrit par Guillaume Pélissier de Féligonde, spécialiste en technologie de laboratoire, délégué départemental de l'UPR en Guadeloupe, 11 juillet 2017. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Mais la pochette est vide. T'as vendu notre fils? Ouais, j'en ai récupéré 10 000 euros cette fois. Bon, bah c'est bien. Il était mignon et tout, il a de beaux yeux. Je l'ai vendu à un réseau de Roumains. Un réseau mafieux de Bulgares. Je vais être dans la vidéo, ça aussi, hein. Allez, arrête. Je dis ça pour rigoler. Bon, je peux terminer mon enregistrement?